On se retrouve à nouveau pour cette dernière partie consacrée aux Stark et on va voir du coup les commandants, il y en a 7. On va commencer avec Robb Stark. Alors, en capacité d'attachement dans votre unité, il va vous donner un ordre, le Tactical Reposition. Au début d'un tour ennemi, vous pourrez cibler une unité amie à courte portée et elle pourra effectuer un shift de 3. Elle va ensuite avoir, donc il va ensuite avoir la capacité regroupe. Donc après avoir effectué une retraite, vous pourrez vous soigner de 2 blessures, plus une pour chacun de vos rangs détruits. Alors c'est une capacité générale qui est plutôt intéressante. Pouvoir faire des shifts de 3, bah, c'est assez rare chez les Stark comme on l'a déjà signalé. Donc donner de la mobilité à nos Stark, ça peut être très bien. Au-delà évidemment de ces capacités générales, c'est, le fameux loup à 3 points qui là ne coûtera que 3 points, donc c'est une activation à 3 points. C'est très intéressant et la capacité de retraite, qui va permettre de soigner, on le verra avec les cartes, mais ça fonctionnera bien avec les cartes. Et si vraiment on n'a pas envie de se servir des cartes, on a le combo assez évident, Dervish. Comme ça, je peux charger, faire une retraite, me soigner. C'est pas mal du tout. Avec le shift donc qui pourra fonctionner, sur une unité à short range, donc y compris celle de Rob. Donc c'est pas mal. Et l'autre chose, voilà, ce serait plus une unité un peu plus solide et dès qu'on va perdre un peu de PV, bah, on va reculer et un tout petit peu histoire de se soigner, pourquoi pas. On va passer à sa première carte qui est Sudden Retreat. Donc quand un ennemi va terminer une attaque de mêlée sur votre unité qui se défend pourra effectuer une action de retraite. Et si cette retraite cible l'unité de Rob, vous pourrez à ce moment-là relancer votre jet de retraite. C'est une carte intéressante, alors je vais avoir du mal un peu avec toutes les cartes de Rob. Je la trouve quand même, si on part de l'aspect défensif, c'est-à-dire que l'adversaire nous tape avant, ça peut être intéressant, si on le met sur l'attachement Craddock qui permet, du coup, de se replier aussi loin qu'on le souhaite, enfin de faire une retraite aussi loin qu'on le souhaite et surtout que notre adversaire ne puisse pas pivoter. Ce qui fait que derrière, nous, si on fait une retraite suffisamment longue, ben, on va pivoter, puis derrière, on va pouvoir faire une charge de flanc. Donc ça, c'est intéressant dans ce cas-là. Va falloir trouver des combos avec ça, parce que sinon, tel quel, ça reste quand même une carte assez moyenne. Alors, oui, ça c'est vrai, hein, dans l'absolu, elle envoie pas du rêve. Ce qui peut être sympa, c'est si on joue de la cavalerie, comme avant, hein, ça a pas changé, mais, donc voilà, une cavalerie Tully par exemple, qui vient de charger, l'adversaire riposte, bon, on va faire une petite retraite comme ça, plus tard, ou alors avec un assault order, pourquoi pas? Même si, en général, l'adversaire a déjà pris les épées, mais pourquoi pas refaire une charge, ou au round d'après, par exemple, donc c'est pas évident, c'est anecdotique et puis le bonus en plus pour Rob est plus qu'anecdotique. Mm. Ensuite, on va avoir Superior Positioning. Donc quand un ennemi va effectuer une charge, avant qu'il résout cette charge, si cet ennemi charge, ça fait beaucoup de charges dans une phrase. Si cet ennemi charge une unité de front, il va subir une charge désordonnée sur son jet de charge s'il fera 3 ou moins. Et s'il subit cette charge désordonnée, il deviendra à ce moment-là vulnérable. Pas très intéressant. Pas très intéressant, je trouve. C'est une carte qui se joue sur le hasard et j'aime pas jouer sur le hasard, donc non, c'est forcément une carte qui ne m'intéresse pas chez les Stark. Ouais, bah, c'est ça, hein, une chance sur 2 que la carte ne serve à rien. Donc Mm. c'est gênant et surtout que l'adversaire, par exemple, va se dire: «Bah, faut déjà que la charge soit une charge, quasiment auto pour que ce soit intéressant». Si la charge, elle est par exemple de base du 3 ou 4+, bah, soit il la rate, soit il la réussit, mais elle est désordonnée sur un 3, soit par exemple 4 ou plus, ben, elle est réussie et il ignore la carte donc ouais, c'est très frustrant quand tu as ta carte en main, tu attends de pouvoir la jouer, tu la joues, bah, il se passe rien. C'est ouais, j'ai du mal. Elle peut être Mm. très sympa comme elle peut être juste nulle à chier, donc comme l'a dit Walou,
C'est du hasard, voilà, c'est compliqué à jouer là-dessus. Mmh. Ensuite, on va avoir comme dernière carte pour Rob Hit and Run. Alors, quand une unité amie va terminer une action d'attaque de mêlée, si l'unité démarre le tour engagé avec le défenseur, il pourra faire une action de retraite. Si cela cible l'unité de Rob, l'ennemi que vous désengagerez deviendra affaibli. C'est dans la même veine que les autres cartes. Alors elle est peut-être un peu plus intéressante, puisque le moment où on va prendre les épées, en fait, on va pouvoir se désengager, aller faire autre chose derrière, donc c'est pas si mal que ça. Hem, Après, je pense que, voilà, toutes les cartes de Rob ne sont pas très intéressantes parce que Rob nous permet déjà d'avoir, des capacités qui sont relativement correctes et en plus de ça, un loup à 3 points, donc je suppose que derrière, bah, ils ont un petit peu saccagé Robb. Quand on voit, son équivalent du starter, Lannister, on peut regretter au moins sur chacune de ces cartes-là, de ne pas avoir la possibilité de piocher une carte à la place de faire cet effet-là. Voilà. Entièrement d'accord, hein, encore une carte, voilà, en général, se dire c'est ça, l'adversaire me charge début de round, je prends les épées, j'attaque, je fais une retraite et soit je vais faire ma vie ailleurs parce que j'avais besoin, soit, bah, je vais retaper, je vais faire une charge et cetera. Bon, OK, c'est c'est très léger, c'est ouais, Walou a tout dit, c'est pas évident. Heureusement, il a une bonne carte d'attachement, il a un loup, mais ses cartes de commandant pas ouf. Et comme le deck est pas exceptionnel non plus, ça rehausse pas le niveau, c'est dommage. Hmm. On passe ensuite à l'Arjon Omble. L'Arjon, il va avoir en capacité Overrun, qui est bien connu, hein. Donc quand l'unité effectue une percée, à la place de faire cette percée, vous pourrez remplacer ça par une action de charge. Ensuite, on va avoir un autre ordre. Donc quand vous allez effectuer une charge, avant de la résoudre, vous allez subir D3 blessures, mais vous allez compter votre charge comme si elle avait eu un 6 à son jet. Et ensuite, on va avoir évidemment une affiliation Maison Omble pour votre unité. Une carte que je trouve intéressante. Alors, l'Overrun, j'ai un gros doute, hein, maintenant, sur cette capacité-là. Par contre, son deuxième ordre de pouvoir, charger, loin, c'est très intéressant. Après, la difficulté, c'est qu'on va charger loin si on a une unité d'épée lige, de berserker, qui après son enfin voilà, ou une capacité quelconque de carte qui va en plus nous faire perdre des points de vie après l'attaque. Ça fait, D3, plus, 2 par exemple. Ça fait beaucoup juste pour pouvoir frapper très loin. C'est intéressant pour aller choper quelque chose qui est loin, voilà, une unité fragile, quelque chose, voilà, comme ça. Sinon, je suis quand même assez dubitatif, heu, sur le général. Il pourra nous aider un peu sur, quelque chose qu'on va si on essaye de structurer une armée totalement offensive et destructrice. Ça pourra peut-être marcher, mais j'ai pas encore pu le tester. Bon, bah, on parlait tout à l'heure d'avoir une armée de Stag Knight, bah, lui, c'est le roi des Stag Knight. Il va profiter à fond de cette idée-là et il va vraiment, jouer sur le côté berserker, donc je vais prendre des dégâts et taper de plus en plus fort. Moi, je trouve que, voilà, il y a des choses à faire, heu, notamment les filles du bâtard, par exemple, une charge potentielle à 14 après avoir tiré. On a Vicious, ça fait, au total 10 dés. Il y a des cartes qui pourront permettre de taper plus fort, donc pourquoi pas tenter une grosse alpha strike, voire même un one shot ou pas loin, c'est envisageable. Pourquoi pas derrière faire une retraite avec Arya? Enfin, il y a des choses à faire. Maintenant, clairement, c'est à double tranchant, quoi, comme tous les ombles. Mm. Pour sa première carte, on va avoir Berserker Tactics. Donc, quand une unité amie va effectuer une attaque de mêlée, après le jet de dés, pardon, l'attaque fera une blessure de plus, plus une blessure pour chacun de vos rangs détruits.
et après que vous aurez terminé cette attaque, vous subirez 2 blessures, moins une blessure pour chacun de vos rangs détruits. Alors cette carte est intéressante dans le sens où, c'est une des rares cartes, après, le lancer des dés. Donc ça va pouvoir fonctionner avec, d'autres ordres qui sont avant le lancer des dés d'attaque. Donc ça, c'est un des rares avantages par rapport, à tout ce qu'on a pu voir sur, les ordres et cetera. Donc là, effectivement, ça va être une carte qui, combotée avec d'autres cartes, va nous mettre une grosse, grosse agressivité. Toujours pareil, on va subir, des blessures après ça, donc va falloir être vigilant, mais c'est potentiellement une carte très offensive qui va pouvoir être intéressante. Ouais, ouais, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, même si gros problème, on va devoir attendre la fin de la partie pour qu'elle soit vraiment efficace. En tout cas, le moment où on a perdu des rangs. Comme l'a dit Walou, c'est cumulable avec les autres cartes, les autres effets, donc c'est très bien dans ce sens-là. L'adversaire peut pas forcément le voir venir parce que il se dit bon, c'est bon, il a pas joué de cartes, je suis tranquille, et puis paf, après les jets de dés, tiens, je rajoute potentiellement 1 à 3 wounds, des wounds quoi, donc c'est pas des touches, c'est vraiment très intéressant quoi sur une charge qui va déjà être assez violente parce que c'est du omble, donc on va quand même vouloir taper bien fort. Jusqu'à 3 blessures en plus, ça peut complètement retourner une attaque et derrière avec l'overrun et tout ça, donc ça peut être chouette. C'est pas évident parce que toujours pareil, blessure derrière et tout ça, mais c'est chouette. Mmh. En deuxième carte, on va avoir Lash Out. Donc après qu'un ennemi ait terminé une attaque de mêlée, votre unité qui se défend, si elle n'est pas détruite, l'attaquant subira 2 blessures pour chacun de vos rangs qui ont été détruits. Et si votre défenseur est affilié Maison Omble, l'attaquant deviendra également paniqué. C'est une carte intéressante, je trouve aussi, totalement dans l'esprit du Larjon. Donc voilà, après, dans la même optique, on va encaisser en premier, donc on va prendre cher, on va prendre, cher et du coup mettre des blessures en retour et derrière on va s'activer et achever l'adversaire. Ça peut être intéressant, voilà. En plus avec le paniqué et certaines cartes qui permettent d'avoir le vicieux, ça peut sous certaines conditions, devenir très fort. Ouais, hein, donc c'est pareil, c'est encore bon, faut cumuler les effets, mais l'adversaire nous charge, on fait un lash out parce qu'on a perdu un rang ou 2, bon peu importe. Donc on va lui mettre 4 wounds. Derrière, on va s'activer, on va avoir nos berserkers qui ont 9 dés. On va jouer un berserker tactics pour avoir plus 3 wounds derrière. Donc en 2 actions là, on va avoir fait jusqu'à 7 wounds, juste comme ça, juste en jouant des cartes. C'est un potentiel assez énorme. Alors bien sûr, hein, c'est derrière on a pris cher, etc. Mais c'est voilà, c'est la belle punition qui arrive derrière. C'est chouette. Et un petit truc assez classique, c'est sur le dragon. Un dragon qui vient, qui fait super mal, il va faire potentiellement perdre de rang, hein, parce que des 3 plus 3 plus, le test de panique, pourquoi pas. Bah, derrière, on peut mettre 4 wounds au dragon, bah, c'est déjà la moitié de ses points de vie, il va pas rigoler. Ouais, ouais, clairement, hein. Et dernière carte, Last Stand. Donc, elle est restée chez Larjon, elle a été perdue chez les Baratheons. C'est un peu dommage, mais bon, on va pas s'en plaindre. Quand une unité amie est détruite, avant de l'enlever du jeu, vous allez pouvoir faire une attaque de mêlée et en utilisant votre plus haute valeur de dés. Et si vous êtes maison omble, vous pourrez à ce moment-là relancer vos dés d'attaque. Bah, c'est une carte qui est très, très intéressante, qui va pouvoir, une fois qu'on va nous achever une de nos fameuses unités sur lesquelles on aura perdu des rangs, et ben, on va mettre une grande gifle derrière pour achever une autre unité et là, pour le coup, ça va faire très, très mal puisque, notamment sur des berserkers, bah, on va taper sur du 2+ avec, 9 dés relançables donc globalement, en fonction de comment le moment où on va jouer cette carte, on va raser un plateau qui nous aura détruit. Donc ça peut être très intéressant. Mm. Ouais, clairement une carte qu'on a envie de jouer avec des des berserkers. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est plus en Baratheon. Bah, déjà, c'est devenu nous les Stag Knights, donc voilà. Et
Et puis voilà, la stand, l'unité qui va pouvoir riposter, elle va taper fort. Un berserker, bah, c'est 9 dés à 2 plus, reroll, donc c'est potentiellement 9 touches, plus des cartes qu'on peut jouer, plus des effets, bah, bref, pas de problème. Là où les Baratheons, bah, le Final Strike sera peut-être plus adapté. Pas besoin de taper fort derrière, pas besoin d'avoir une grosse capacité d'attaque pour faire des dégâts. Donc je trouve que c'est assez équilibré et j'aime bien qu'ils aient fait ça. Mmh. J'ajouterais, simplement que ça peut être également pas mal avec les Shivers, hein, parce que ça sera du 2+ aussi. Oui, oui, oui. Ouais, ça sera un peu moins fort que les Berserkers, mais ça peut valoir le coup. Bah, Critical Blow, on sait jamais avec la reroll, c'est très intéressant. Ouais, et puis, bah, là 2+, quoi, donc c'est sympa. On va passer au prochain commandant qui est Brynden Tully dans sa version de commandant à pied. Donc lui, bien évidemment, une affiliation Maison Tully. En capacité un stalwart, donc vous allez avoir plus 2 dés, enfin plus 2 dés, plus 2 à votre jet de morale et de panique, pardon, et une autre capacité qui est stand your ground, donc à chaque fois qu'un ennemi viendra faire une attaque de mêlée sur votre unité avec Brynden, si vous n'êtes engagé que par cet ennemi, il n'aura pas de bonus de charge, de flanc ou de dos. Bah, là encore, c'est un général intéressant, c'est-à-dire que sur la carte brute du général, voilà, ça va nous permettre de booster notre morale sur une unité, ce qui va parfois être nécessaire chez certaines unités Stark, donc c'est très bien. Donner l'affiliation Tully, même si ça a pas énormément j'ai l'impression d'importance, hein, Non, tout à fait, enfin hein, pas pas beaucoup comparé maintenant. à 1.6. Et après la dernière, petite capacité, là, pour le coup, est intéressante sur une unité qu'on veut rendre, vraiment défensive. On peut aisément dire qu'une fois qu'on les aura mis dans des boucliers une fois qu'on leur a mis dans des boucliers Tully, l'unité sera intombable, en 1 contre 1 et l'adversaire va vraiment être dans le mal pour la faire tomber quoi qu'il arrive, si, même à 2 contre 1, ça va être dur, quoi. Donc ça peut être une superbe générale pour tanker, un objectif milieu de table, et attendre. Ouais, c'est un commandant qui a une bonne carte, j'aime beaucoup. Bon, plus de en morale, franchement, c'est pas du luxe, ça va vraiment servir. Soit on peut s'amuser à faire du truc bien lourd avec du 3 en morale sur du Omble, soit juste améliorer, passer à 4 sur une des autres unités. Donc globalement, un très bon moral et voilà, bon, un deuxième effet intéressant, mais surtout très bon moral. C'est ce qui va nous intéresser ici. Mmh. En première carte, on va avoir 7 fort charge. Donc quand une unité amie va réussir une charge avant... ah non, pardon, je me suis trompé. Donc en fait, quand une unité amie est correctement chargée, avant que l'attaquant ne fasse son attaque de mêlée, si cet ennemi n'est pas engagé... Alors si votre... Non, pardon. Si votre unité amie n'est pas engagée avec un autre ennemi, et a été chargé par devant ou par le flanc, vous allez pouvoir à ce moment-là effectuer une action d'attaque de mêlée contre l'attaquant avant que celui-ci ne résolve son attaque de mêlée. Et ben c'est très intéressant. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne carte. Voilà, dans le côté, je vais encaisser et puis je vais taper, bah, là, ça permet de taper, encaisser et retaper donc c'est sympa, c'est une très, très bonne carte. Alors, première chose, la grosse blague, si, si votre adversaire ne connaît pas trop, n'a jamais vu cette combo, Brynden Tully, enfin, cette fort charge Dervish, c'est horrible. Pour l'avoir déjà fait en 1.6, pas encore en 2021, mais c'est toujours faisable. L'adversaire charge les derviches, bah, les derviches attaquent, font une retraite. La charge, bah, du coup, elle est dans le vent. L'adversaire, il est bien embêté. Et, et c'est vraiment pas mal, parce qu'après, c'est à vous de jouer. Et paf, vous pouvez charger avec vos derviches. Donc c'est très très sympa. Ou alors, hein, tout simplement, des berserk qui taperaient en premier pour affaiblir l'adversaire avant même qu'il ait tapé. C'est chouette. Mm. Et puis, on va le dire, hein, vos derviches, vous mettez un petit survivaliste dedans, et ça sera parfait. Par exemple. Ensuite, on va avoir Refuse to Yield.
Donc après qu'une unité amie ait réussi un test de panique, tous les ennemis engagés avec l'unité deviendront vulnérables. Attachez cette carte à votre unité jusqu'à ce qu'elle rate un test de panique, et quand elle sera attachée, à chaque fois que vous réussirez un test de panique, tous les ennemis engagés avec vous deviendront également vulnérables. Et si cette carte est attachée à une unité Tully, et ben du coup, petit bonus, vous aurez +1 sur vos jets de test de panique. Je trouve ça intéressant, donc c'est très bien, dans l'objectif, je vais tanker quelque chose. Voilà, si, dans des boucliers Tully avec un gros moral, on va encaisser. Normalement, bah, du coup, notre test de panique va fonctionner. Derrière, on va mettre des vulnérables et les copains ombres vont pouvoir venir taper très fort. Donc je trouve que c'est une carte très sympa. Voilà, voilà, j'ai pas l'effet en fait, d'être la maison Tully, ce que je trouve dommage, c'est que sur cette carte-là que ça fonctionne. C'est-à-dire que le fait d'être un Tully ou pas n'a pas une grande incidence sur le reste. Tout à fait. Et c'est là que, du coup, le stubborn tenacity des boucliers prend son sens, hein, parce que, bah voilà, je réussis un test, donc l'adversaire devient vulnérable, il se prend une wound, je gagne +1 à mon test de panique, donc ça veut dire que je pourrais faire encore plus facilement mes stubborn tenacity, donc c'est chouette. Pareil, si on la joue sur Bryndon, House-Tully, donc encore +1 en morale, ça fait que ça passera à +3. Très, très intéressant. Mm. Et sa dernière carte, on la connaît, enfin on connaît sa capacité, c'est Warcry. Quand une unité combattante va s'activer, vous pourrez faire un test de morale, et sur un succès, une unité ennemie à longue portée deviendra paniquée et vulnérable. Excellente carte, hein, bon, on connaît le Warcry, c'est très, très fort. Voilà, ça fait que Brandon a 3 bonnes cartes, ce qui le positionne en plus de sa carte, de commandant, sur la table, qui est forte. Ça le place comme un très bon général chez les Stark. Voilà. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est le général défensif, hein, par excellence. Lui, il va donner du moral. Vous voulez un boost au moral, je pense que c'est Bryndon qu'il faut. Donc pourquoi pas avoir une liste Bryndon contre du Lannister, ça peut être intéressant. Voilà, on parlait aussi tout à l'heure, hein, enfin moi je parlais beaucoup du côté défensif des Stark. Bah, si vous voulez optimiser ça au maximum, pourquoi pas jouer Bryndon. Mm. On va ensuite passer au paladin, l'honorable seigneur de Winterfell, Eddard Stark. Alors lui en capacité, donc déjà, bon je vais le dire personnellement, j'aime bien en fait il a une capacité commune avec Jon Snow commandant. Moi j'aime bien le petit clin d'œil là, le fait qu'ils aient une capacité commune, c'est sympa. Bref. Cette capacité, ça va être le cri de ralliement. Donc à chaque fois que votre unité avec Eddard va effectuer une attaque de mêlée, avant de faire votre jet d'attaque, vous pourrez cibler une autre unité amie à longue portée et la soigner de 2 PV. Et en plus de ça, vous allez avoir Iron Resolve, donc vous aurez +1 à vos tests de panique et -1 blessure si vous ratez vos tests. Très bonne carte de général, hein, un petit peu comme, précédemment. Voilà, le fait de pouvoir, soigner ses copains long range va permettre de créer un delta avec, les autres épées liges, qui vont se blesser pour faire un peu plus mal, et derrière avec Eddard, on va pouvoir soigner. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil sur des berserkers, si à un moment donné, on a plus trop de commence à avoir trop de pertes, on va pouvoir soigner un petit peu. Donc bonne carte de général, et le fait en plus de prendre encore moins de dégâts, sur le test de panique, ça fait que dans son unité, de garde d'honneur, il devient vraiment, vraiment très, très fort. C'est ça, hein, je pense que le Iron Resolve, il sert à les passer à 5 de morale, la garde d'honneur, le rally cry, très utile aussi, donc très bien, très très bien, moi j'aime bien. Mm. Sa première carte, ça va être Northern Defiance. Donc, quand une unité amie va faire un test de panique, après que le jet ait été lancé, vous pourrez à ce moment-là la jouer et relancer le jet. Et si vous êtes à courte portée des Dark Stark, ils le passeront instantanément.
Et si cette carte cible l'unité des dardes, vous pourrez à ce moment-là cibler une unité qui est engagée avec lui, et cette unité subira une blessure, plus une blessure pour chacun de vos rangs détruits. Comme le disait Bob tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'unités qui vont nous enfin, pas beaucoup de choses chez les Stark qui vont nous permettre de stabiliser un petit peu notre morale. Cette carte en fait partie, donc ça en fait une carte, intéressante. Voilà. Voilà, une carte très sympa parce qu'elle a beaucoup d'effets, mine de rien. De base, reroll ou réussir si on est près des dards. Et si en plus c'est sur Ned, un joli petit bonus, donc voilà, c'est chouette. Hmm. En seconde carte, on va avoir Lead by Example. Donc après que l'unité des dards ait effectué une attaque, vous pourrez attacher cette carte à une autre unité amie à longue portée jusqu'à la fin du round, et quand elle sera attachée, vous allez gagner un bonus de +2 sur vos tests de morale et de panique, et vous aurez sur vos attaques de mêlée +1 pour toucher. Un autre déclencheur, au début d'un tour ami, vous pourrez simplement piocher une carte. C'est une excellente carte. C'est intéressant parce que si malgré tout, Eddard meurt, bah, on a toujours un petit effet, qui reste intéressant donc voilà, ça c'est bien, on pourra piocher et après la carte, en elle-même, elle va être vraiment très intéressante pour comboter avec plein de choses, soit pour se booster au niveau du moral et tanker un objectif, soit pour, taper plus fort avec des berserkers, avec, des grandes haches, avec n'importe quoi donc c'est très bien, c'est très, très bien. Ouais, hein, puis bon, plus un pour toucher, c'est vrai que c'est 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 très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'unités qui touchent à 4, donc ça va vraiment faire plaisir de toucher à 3. Et bon, le plus 2 en morale, pareil, hein, on va pas s'en plaindre, c'est vraiment sympa. Donc encore une deuxième carte qui donne des bonus de morale, et voilà, petite combo assez évidente, on va mettre par exemple Kathleen sur des berserkers pour qu'ils tapent à 9 dés. Ned va leur rajouter le +1 pour toucher, comme ça ils sont à 3+. Et là, on commence à causer, quoi. Nos berserkers qui tapent à 9 d 3+, ça va. Il leur manque plus que le Sundering qu'on pourrait éventuellement leur donner avec Winter's Might, par exemple. Hmm. Ensuite, en dernière carte, on va avoir Fury for the Fallen. Donc après qu'un ennemi ait terminé une attaque de mêlée, vous pourrez cibler l'unité des dards, et celle-ci fera une action d'attaque ou de charge. Et si le défenseur a été détruit, l'unité des dards aura un petit bonus, elle pourra relancer ses jets d'attaque et ses jets de charge. Et un autre déclencheur encore, au début d'un tour ami, simplement piocher une carte. C'est intéressant, hein, bien sûr. Alors il y a toujours la possibilité, cette 2e possibilité de piocher une carte qui stabilise, tout ça, donc c'est très intéressant. Heu, bon voilà, je l'ai pas forcément beaucoup testé et mis en application cette carte, enfin j'ai pas eu l'occasion de l'avoir en main au bon moment donc à voir. Je pense que forcément elle aura son utilité dans le deck. De loin, la meilleure carte de Ned. C'est une carte qui est exceptionnelle parce que Ned, du coup, n'a pas du tout de portée, déjà. Donc ça veut dire que si un allié meurt, peu importe, heu, enfin même pas s'il meurt, si l'adversaire attaque, donc l'adversaire attaque n'importe quelle unité du champ de bataille, Ned a le droit à une attaque ou une charge gratuite. Je trouve ça très fort parce que peu importe où c'est, peu importe, c'est une counter charge en bien meilleur. Donc rien à dire, c'est une super carte. Heu, Ouais voilà. et effectivement et là tu viens de me le faire remarquer, tu vois? Comme quoi j'ai jamais pioché, dans les fois où où j'ai pu le jouer, c'est que ce n'est pas sur l'adversaire, C'est heu, ça, c'est pas la cible, c'est c'est pas la n'importe qui. cible et donc ça, c'est effectivement là effectivement ça prend tout son sens et ça devient une des meilleures cartes du deck Stark, tout Tout simplement. à fait, tout à fait. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec vous, hein, c'est assez exceptionnel comme effet. On en a fini avec Ned, on va passer à Roderick Cassel. Donc lui,
en aptitude, il va avoir Mark Target. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité ennemie en ligne de vue et à longue portée. Ils deviendront vulnérables. Et ensuite, on va avoir une capacité Boldness and Courage, donc au tir et au cac. À chaque fois que vous attaquerez, vous aurez plus un dé d'attaque. Et vous compterez comme ayant toujours un rang de plus sur votre valeur de dé. Alors, comme ça, a priori, c'est intéressant. Avant, on avait l'habitude d'utiliser Roderick dans des archers. Bah, là, je suis un peu plus dubitatif parce qu'il va nous booster un petit peu nos archers, mais en fait, l'autre attachement des archers est beaucoup plus intéressant, même s'il coûte un point de plus. Voilà, bon, par contre, la capacité de rendre vulnérable, une unité à longue range, c'est toujours très intéressant, donc voilà, ça reste une carte correcte de général. À voir comment, on va pouvoir l'utiliser, mais c'est sûr que des berserkers qui vont avoir, plus un dé d'attaque en plus, ça peut être intéressant, mais bon, voilà. Ouais, hein, je pense qu'on l'ancien Rodrigue va nous manquer parce qu'il était vraiment très bien. C'était vraiment très sympa d'avoir ce vulnérable plus la relance un adversaire vulnérable. Là, bon, c'est chouette. Plus un dé, c'est vraiment pas mal. Maintenant, voilà, à voir, où le mettre avec les cartes, comment l'optimiser au maximum. Pour l'instant, je pourrais pas vous dire parce que je l'ai très peu testé et je l'ai testé une fois dans les archers justement. Mais bon, pour l'instant, voilà, faut creuser Je encore. pense que ce qui va être compliqué, c'est que dans les archers, il va être intéressant pour aller poser le vulnérable, mais pas forcément pour rajouter le dé d'attaque. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas dingue. Et dans des unités au corps à corps, il va être intéressant pour mettre ce dé d'attaque supplémentaire, mais il risque de mourir trop vite et donc de ne pas profiter suffisamment du vulnérable qu'il va pouvoir mettre. Donc, il est bien, enfin, il est moyen sur 2 aspects. Du coup, il est très bien nulle part, contrairement à d'autres généraux qu'on a vus précédemment, qui sont très, très bons dans un domaine et du coup qui nous fera forcément plus pencher, je pense, vers notre général. C'est vrai, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on va choisir vraiment, je veux jouer défensif, je veux jouer offensif. Lui, on sait pas trop et pour l'instant, voilà, ce côté un peu, ni l'un ni l'autre est un peu problématique. Hmm. Sa première carte, pardon, ça va être combat de prouesse. Donc, quand un ennemi sera ciblé par une capacité ou une carte tactique, vous pourrez dépenser un token condition de cet ennemi, et si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là effacer l'effet de la capacité ou de la carte tactique. Et un autre trigger, donc au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité amie engagée, et vous pourrez à ce moment-là enlever un condition token de cette unité. Ce sera une carte intéressante, si à un moment donné on arrive à spammer des tokens. Alors évidemment, il y a l'ordre direct de Roderick, mais faudra trouver une solution pour mettre encore plus de tokens sur l'adversaire, notamment le Warcry avec les She-Bears, et cetera. Si on arrive à faire ça, ça peut être très, très intéressant parce qu'on peut bloquer complètement une unité adverse et évidemment, la deuxième capacité, est quoi qu'il arrive très intéressante de pouvoir, enlever un token, même si quand on va jouer Roderick en général, on va déjà jouer enfin, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on joue Kathleen. Donc bon, à moins qu'on tombe contre du Lannister qui nous met du token dans tous les sens, normalement Kathleen va suffire à gérer les tokens les plus problématiques pour nous. Oui, voilà, c'est ça, hein, tout est dit. Hem, après l'effet est très, très intéressant, mais voilà, il faut avoir des tokens, conditions à enlever. Je vais juste couper un tout petit peu parce que je viens de me rendre compte que Boldness and Courage qu'il a en plus, ça c'est incompatible avec les berserk par exemple. Parce qu'avoir un rang en plus, Non. c'est pas génial, ouais, c'est pas génial du tout. Son truc est incompatible avec les unités qui perdent des rangs. Bref, vraiment pas convaincu. Mm. Sa seconde carte, ça va être Martial Superiority. Donc, quand un ennemi va effectuer une attaque de mêlée sur une de vos unités, vous allez pouvoir, avant le jet de dés, dépenser un vulnérable sur l'attaquant. Et si vous le faites, l'attaquant subira -1 pour toucher sur son attaque. Et il subira une touche pour chacun de ses échecs.
Là, c'est intéressant parce qu'on va enfin, je trouve que c'est une carte qui va, surprendre l'adversaire et qui va l'embêter avec, le fait que les adversaires tapent maintenant un peu moins fort. Si on a réussi avec, voilà, des She-Bears à mettre un peu des vulnérables à droite, à gauche, et avec lui, ça va être très compliqué pour l'adversaire parce qu'un -1 pour toucher quand on s'y attend pas, ça va être compliqué. C'est-à-dire que autant une carte comme Agile ou Disrupt, on l'a anticipé quand au moment où on va les frapper sur l'adversaire. Autant là, ce -1 pour toucher, on l'a pas anticipé et prendre une touche en plus, ça va être pénible pour l'adversaire, donc je trouve cette carte intéressante. Oui, c'est une bonne carte surprise, je pense que ouais, Roderick pourrait être vraiment sympa à jouer avec des Chibères, parce que vraiment le vulnérable qu'on pourra mettre à tout va, ça pourra bien aider. Et puis, ben, là aussi, hein, on l'avait déjà dit pour le podcast Baratheon, pour ceux qui l'ont écouté, mais même chose qu'avec les Warden, en Baratheon. Là, si on a Osha avec Counter Strike ou pourquoi pas des Bloody Mummer, se dire, voilà, -1 pour toucher, cumulable du coup avec tout ce qu'on pourra avoir, hein, tous les Agile, Disrupt, Hollandrid et cetera, tout ça c'est cumulable et ben, une deuxième fois le Counter Strike, ça peut faire beaucoup, beaucoup de touches. clairement. Et sa dernière carte, ça va être Press the Advantage. Donc, quand une unité amie va effectuer une attaque, avant de lancer votre jet, si le défenseur est paniqué, à ce moment-là, votre attaque utilisera sa plus haute valeur de dés. Si le défenseur est vulnérable, votre attaque gagnera +1 pour toucher. Et si le défenseur est affaibli, il perdra toutes ses capacités et ne pourra pas être ciblé par des cartes tactiques amies pardon, jusqu'à la fin du tour. Et ben voilà ce qu'on disait, notamment avec les femmes ours, ça va fonctionner à merveille, ça va être très cool. Donc c'est très intéressant. C'est une carte intéressante, mais du coup, l'ensemble de ces cartes vont fonctionner forcément sur un thème très combo. C'est-à-dire que là, il va falloir absolument trouver des moyens de mettre des tokens de condition à l'adversaire. Et comme, Bob l'avait dit, c'est, un petit peu comme sa carte, de général sur le plateau. On a, une carte qui va être plus offensive, une carte un peu plus défensive et une carte qui va être offensive et défensive. Donc c'est un général qui va se situer au milieu de tout ça. Maintenant, il va falloir peut-être réussir à l'appréhender. Peut-être qu'il sera intéressant, mais voilà, il va être vraisemblablement compliqué à utiliser. Oui, hein, on va après bon voilà comme toi, hein, j'ai très peu utilisé les Chibères parce que je les ai testés un petit peu sur TTS, mais voilà, très, très peu. Du coup, est-ce qu'avec les Chibères, on pourra faire une armée très sympa, une voire 2 unités, des choses comme ça? Les Outriders Stark, hein, qui pourront aussi, charger de flanc ou de dos et mettre des tokens. Donc je pense qu'il faut voilà, faut se dire: «On va faire une armée un peu token, un peu polyvalente et à essayer». Pour l'instant, j'ai un avis, voilà, assez neutre sur ce commandant, à essayer. Mm. On passe ensuite à Brynden Tully dans sa version de commandant de cavalerie, hein. C'est un attachement commandant qu'on mettra dans une cavalerie qui était issu du Kickstarter. Donc, cette version commandante en capacité, elle va avoir un ordre sentinelle. Donc, à chaque fois qu'une unité amie à longue portée sera attaquée, vous pourrez à ce moment-là effectuer une charge ou une manœuvre. Et si c'est une charge, il faudra que vous ciblez l'attaquant. Et une autre capacité qui est Elusive Escape. Donc, cette unité pourra relancer ses jets de retraite et l'ennemi qu'elle désengagera toujours ne pourra pas pivoter et deviendra affaibli. Bon, comme, je l'avais dit tout à l'heure, en fait, sur, l'unité Kickstarter, tout le monde ne pourra pas en profiter, mais c'est très bien pour ceux, du coup, qui ont cette unité-là, enfin, du coup, qui maintenant vont pouvoir avoir ce général-là. Il était sympa sur l'attachement. Voilà, moi j'ai pas pu le tester. C'est vrai que je me suis pas forcément énormément intéressé à la carte non plus, puisque je compte pas le jouer avant un long moment, mais ça a l'air plutôt sympa en fait, hein, donc voilà, c'est pas mal du tout quoi, donc plutôt intéressant, en carte de général. Oui, une carte de général qui a déjà sentinelle, c'est pas mal,
Elusive Escape, c'est très très bien si jamais on le joue avec des Outriders. Donc pourquoi pas. Mm. Après, peut-être un peu d'effets qui peuvent peut-être un peu se marcher dessus. Par exemple, dans les Outriders, ben, je vais faire une retraite parce qu'on m'a tapé. Donc l'adversaire va devenir affaibli. Imaginons que c'est à moi de jouer derrière, je vais charger de flanc, bah, je lui remets un affaibli. Donc voilà, à voir pour qu'il soit vraiment utile. Mm. Sa première carte, ça va être Ride by Attack, une carte qu'on avait déjà vue avec Drogo. Donc quand une unité de cavalerie amie sera au moment de choisir son action pendant son activation, avant de résoudre cette action, pour cette action, ça fait beaucoup de fois le mot action, vous pourrez pivoter et à ce moment-là effectuer une marche, même si vous êtes engagé. Vous pourrez vous déplacer à travers les ennemis durant cette marche. L'ennemi qui sera désengagé ne pourra pas pivoter. Et après avoir complété cette marche, un ennemi qui sera traversé subira une blessure plus une pour chacun de ses rangs restants. C'est une carte intéressante. C'est pas forcément prévisible évidemment si l'adversaire ne le connaît pas. Donc je trouve ça très intéressant. C'est plus fort qu'un mammouth, c'est cool. Tout à fait. Le seul gros défaut, c'est comparé à- au Targaryen, il n'y a pas un Jorah pour faire un trample super violent. Mais non, c'est une très bonne carte. Elle va très bien en plus. Je sais pas si elle est cumulable avec une autre, on verra après. Et je pense qu'elle est cumulable avec l'Elusive Escape de Brynden. Puisque tous les ennemis qui se désengagent, enfin, enfin, dans laquelle va se désengager l'unité, vont devenir affaiblis. Donc je pense que là aussi, tu te désengages, donc tu mets un affaibli. Hmm. Sa deuxième carte, ça va être Ride Them Down. Donc quand un ennemi va terminer une manœuvre, une marche ou une action de retraite, vous pourrez cibler une unité de cavalerie amie à longue portée qui pourrait charger cet ennemi. À ce moment-là, il pourra faire une action de charge sur cet ennemi, et s'il le charge avec succès, au lieu de faire une attaque de mêlée, cet ennemi deviendra paniqué et subira 2 touches pour chacun de ses rangs restants. Très intéressant, je trouve. Enfin, voilà, c'est encore une carte potentiellement imprévisible pour l'adversaire, en général forcément qui va être très, très peu joué. Donc c'est bien, c'est sympa, voilà, à tester sur la table, ça va être pénible pour l'adversaire qui pense, faire juste sa petite manœuvre et qui va se prendre une charge en retour, voilà. C'est ça, très bien, c'est une très bonne carte. Voilà, on va charger, enfin, très sympa. C'est une belle carte d'interception, quoi. C'est ça. Mm. Et sa dernière carte, ça va être Marshall. On l'avait déjà vu avec Jorah. Quand une unité de cavalerie qui n'est pas engagée, une unité amie, hein, faut le préciser, s'activera une fois ce tour-ci. Au lieu de faire une action de manœuvre sur ces deux actions possibles, vous pourrez vous restaurer 3 blessures et enlever un condition token. Voilà, sympa sur, une armée à thème de cavalerie, ce sera bien quoi, voilà, ce sera intéressant, une fois qu'on se sera, potentiellement fait attaquer, puis replier, bah, du coup on pourra faire, cette carte-là vu qu'on sera de nouveau désengagé, se soigner et puis repasser à l'attaque quoi, donc sympa. Voilà, très bien. Par exemple, oui, comme l'a dit Walou, hein, on se désengage, on se met pas très loin, on n'a pas besoin de refaire notre manœuvre après pour charger. On en profite pour soigner ou une cavalerie de lit qu'on aura avancé un petit peu. Voilà, on a bien avancé, on n'a pas besoin de la manœuvre pour charger ou bah, on se soigne. Enfin, il y a des choses sympas à faire. Mm. Et on va finir ces commandants avec Olandrid qui désormais sera commandant sur table. Donc en capacité, il va avoir un ordre supérieur flanking. Donc quand une unité amie à long range effectuera une attaque avant le lancer de dés,
Si vous vous attaquez de flanc ou de dos, le défenseur, donc l'ennemi, deviendra paniqué et vulnérable. Vous allez ensuite avoir naturellement l'affiliation paludier et en plus de ça, disrupt. Donc les ennemis engagés par cette unité subiront -1 à la touche. Je le trouve très intéressant parce que simplement pour le disrupt, hein, qui va mettre, du coup une unité qui ne l'était pas forcément va devenir un peu plus, tanky donc quelle que soit l'unité dans lequel on va le mettre, ça va être intéressant. Voilà et après, ça va bien comboter, notamment avec des unités qui vont pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, le Crannog qui va pouvoir faire, repli. Enfin voilà, il va se replier, puis derrière, il va charger, parce que l'adversaire n'aura pas pu pivoter. On va se retrouver à charger de flanc et l'adversaire devenir paniqué vulnérable. C'est très fort. Voilà, après je pense qu'il va falloir créer beaucoup de combos autour de ce général, notamment avec, les Crannog, et voilà. Ouais, déjà rien que là, devoir être de flanc, ça veut dire un peu de setup particulier, c'est pas évident. Le disrupt est très agréable. Malheureusement, comme les Bloody Mummer, hein, ont été changés, par exemple avec les visions. Quand on avait vu les visions, les Bloody Mummer avaient agile. C'était cumulable avec Hollande, donc ça aurait fait une unité à -2 pour toucher. Donc là, c'est plus le cas. Les Bloody Mummer ont disrupt également, donc c'est pas cumulable. Mm. Sa première carte, ça va être Crannog Traps. Donc quand une unité ennemie va s'activer, si cet ennemi est à longue portée d'une unité Cranogman, il subira -1 en mouvement à ce tour-ci. Vous pourrez ensuite cibler un terrain, et jusqu'à la fin du round, ce terrain, pour les ennemis, comptera comme s'il avait le mot-clé Dangerous. Comme on le disait tout à l'heure, si, bah, quand qu'on le joue NCU ou au général, si on a la possibilité de choisir son terrain, ça devient une carte exceptionnelle. Parce que du coup, un terrain qui sera un peu pénible comme une forêt, comme quelque chose qui au départ, pour l'adversaire ne pose pas de problème et bien là, boum, on va le rendre dangerous et du coup, il va se blesser avec ce décor donc c'est potentiellement très intéressant dans une optique où chaque joueur va choisir ses décors sur la table. Oui, ou alors ça peut être un commandant rigolo sur, Fist for Crows avec les tas de cadavres, Effectivement. on est Clairement, obligé d'aller dessus, on est obligé d'aller les prendre et bah, au fait, ce tas de cadavres que tu veux aller prendre là, bah, il est dangereux. Ah oui. donc ça va piquer. Sa seconde carte va être Bog Devil Ambush. Donc, toujours quand une unité ennemie s'active, vous pourrez choisir un effet. Si cet ennemi est à longue portée d'une unité Kranog, il deviendra affaibli. Et sinon, vous pourrez cibler une unité Kranog qui n'est pas activée à longue portée et elle pourra effectuer une attaque de tir sur cet ennemi. Bah, donc du coup, très intéressant, hein. Très intéressant. Alors on imagine, ça comboter, avec plusieurs choses possibles, c'est-à-dire, une unité de Cranog dans des arches enfin, un attachement Cranot comme Mera par exemple dans des archers Stark, qui va permettre de faire du coup, une attaque, gratuite, donc avec les archers. L'adversaire va se prendre son attaque gratuite, derrière il va vouloir bouger, il va se prendre des touches en plus. Ça peut vite être très pénible pour l'adversaire. Voilà je pense que ça peut être une bonne carte qui va pour le coup devoir fonctionner avec du Cranog. Oui, voir des archers, les archers Kranog dans lesquels on pourrait mettre enfin le Warden. Alors c'est du short range, mais si on arrive à le caser, pareil quoi, il y a les trappes qui vont en trigger de base. L'adversaire peut s'approcher, il va encore se prendre un tir gratuit des Kranog, parce qu'il s'est activé et derrière, il se met à portée de tir enfin, il rebouge et du coup, il va se refaire tirer dessus. C'est difficile à mettre en place, mais quand ça fonctionne, ça fait beaucoup de tirs. Mais oui, je pense que c'est très difficile à mettre en place tout ça. Hmm. Et sa dernière carte qui va être The Street Unseen. Donc au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité combattante amie. Si c'est alors, s'il y a une unité Kranog qui n'est pas engagée à longue portée de cet ennemi,
mais qui n'est pas en ligne de vue, cet ennemi deviendra paniqué et subira un test de panique. Là encore enfin, je trouve difficile à placer. Alors, comme les 3 cartes, Cranog là, bah, quand on va jouer au Landrid, on va faire une armée autour des Cranog, des Cranogman, on sera obligé en fait, pour que les cartes aient un intérêt. Après celle-ci, je la trouve quand même moins intéressante que les autres parce qu'il va falloir réussir à sortir de la ligne de vue d'un adversaire pour juste lui faire paniquer, un test de panique, c'est-à-dire, statistiquement, allez, 2 blessures, hein, peut-être 3 si on a de la chance. C'est pas dingue, c'est pas dingue. L'avantage, c'est que c'est au début d'un tour, donc ça n'engage pas à grand-chose et ça peut nous donner un petit avantage pour mettre les 2-3 blessures supplémentaires, mais je trouve pas ça fou. Ça nécessite beaucoup de choses pour que ce soit efficace. Tout à fait. C'est difficile à jouer, c'est pas très efficace. Ouais, c'est une carte qui sera souvent carte morte, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Voilà qui achève cette série de commandants Stark de la version 2021, qui achève également cette série de podcasts dédiée à la faction dans la nouvelle version. Est-ce que vous auriez un mot à ajouter par rapport à ces commandants d'une part, puis ensuite un mot global sur les changements de la faction dans son entier pour cette version? Bah, on a envie de dire que Winter is coming, hein, pour les Stark. Alors, on va d'abord parler des généraux. Pour le coup, je les trouve assez intéressants. À part, Rob qui a vraiment des cartes qui vont être très, très compliquées à jouer, les autres ont quand même des choses soit intéressantes, soit rigolotes à faire, donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que dans un aspect compétitif, il y a certains généraux qui vont forcément être privilégiés comme Eddard qui est vraiment, vraiment très bon ou, Bryndon qui peut être aussi, un excellent général. Voilà, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire que comme on l'avait vu avant, il y a de l'offensif, du défensif, il y a même de l'entre-deux, avec Roderick. Donc au niveau général, enfin sur les cartes de général, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, moi je trouve vraiment qu'il y a il y a une disparité, hein, au niveau des commandants. Holland Reed qui est très difficile à jouer, je pense qu'il peut être sympa mais très dur à jouer, donc d'un premier abord, on va peu le voir, je pense. Roderick pareil, qui nécessite beaucoup de mise en place au niveau des tokens, donc très difficile à jouer. Donc derrière, des commandants comme Ned, Bryndon ou Lard John seront, je pense, privilégiés. Et voilà, à voir, parce qu'il y a quand même quelques très bonnes cartes qui peuvent compenser un peu les faiblesses Stark. Euh, voilà. Toujours pareil, gros problème, manque de pioche. Et du coup, voilà, très très embêtant. Après, est-ce que Sansa pourra permettre euh, finalement de récupérer des cartes de commandants qui seraient des cartes importantes et qui peuvent changer la partie? Peut-être, peut-être pas. Mais voilà, s'il y avait une pioche, je dirais du bon Stark, là, toujours pareil, mitigé. Ouais, alors pour venir après sur un avis plus global, hein, sur les Stark, clairement, une fois qu'on a vu en fait là toutes les cartes qu'on vient de vous donner, finalement, à la lecture, l'aspect global, moi je le trouve plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement plein de choses à faire et au même titre que certaines autres armées, on a l'impression qu'il y a un énorme potentiel. Le premier souci que j'ai vu avec le peu de tests que j'ai pu faire, hein, c'est que en fait, il va nous manquer souvent un petit point quelque part pour vraiment vouloir ce qu'on avait, pour ambition de mettre en place et du coup, ça va être compliqué donc je pense qu'il va falloir revoir notre vision de jeu par rapport aux Stark, c'est-à-dire qu'on avait une vision, énormément basée sur les activations. Il nous fallait, 8, 9, des fois 10 activations, enfin c'était des fois la course à l'activation chez les Stark. Là, ça va être moins le cas parce que de toute façon, ce ne sera pas possible. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on revoie nos stratégies de jeu et se contenter très souvent d'avoir 7 activations en essayant de les rendre les plus stables possibles. Voilà, on pourra plus jouer sur le jeu de l'activation, on ne jouera plus trop sur le cheval, on va jouer plutôt sur les épées. On a des cartes de généraux qui sont quand même sympas, des attachements qui sont un peu chers, des unités qui paraissent bien mais qui manquent à chaque fois un tout petit quelque chose.
Donc ça va peut-être être une des unités dures à prendre en main, parce que pour l'instant, c'est vrai que beaucoup de bons joueurs ont fait des tests et s'y sont cassés les dents. Donc si à la fin, on va dire qu'on trouve une solution et qu'on rend, les Stark compétitifs par rapport aux autres armées, bah, je trouve que ce sera fabuleux parce que ce sera, l'armée la plus difficile à gérer et ce sera bien à la fin de pouvoir la rendre, compétitive. Pour l'instant, le plus gros élément que je trouve moi, c'est que je la trouve très frustrante avec cette impression de finalement on perd, mais on perd pas loin de l'adversaire, mais à aucun moment on a l'impression de pouvoir faire ce petit delta pour renverser la partie. C'est-à-dire qu'on est à la peine toute la partie et à la fin, malgré tout, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, chez les Stark. Mais comme on est au début de la 2021, si ça se trouve, on va pouvoir trouver des choses, notamment avec les Chibiers qui vont sortir, ou avec les prochaines unités, par exemple Karstark qui sortiront. Peut-être qu'on va trouver des solutions et des solutions intéressantes, donc je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste, même si le première approche, est plutôt une douche froide puisqu'au lieu d'un rééquilibrage, on a eu des noces pourpres, quoi. Voilà. Exactement. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu disais à la fin. Donc on a l'impression de pouvoir lutter toute la partie, même un peu derrière, mais de pouvoir lutter, mais à la fin on n'y arrive pas. Et j'ai eu exactement le même sentiment sur toutes mes parties. Alors il y en a quelques-unes que j'ai gagnées, voilà, c'est pas j'ai pas tout perdu en Stark, rassurez-vous, on perd pas systématiquement en Stark. Heu, mais voilà, toujours une façon de se dire, «Ouais, je suis pas perdu, je vais y arriver» et finalement, bah, au dernier moment, on se dit: «Bah non, finalement, j'ai pas moyen de retourner» et on a un côté vraiment très frustrant, un peu comme les Stark, du livre, hein, finalement, en se disant à chaque fois: «Bon, bah, on prend cher, il y a bien un moment où on va pouvoir réussir à se relever» mais bah non. On y croit jusqu'au bout, mais mais non et j'ai ce sentiment-là aussi, c'est tout à fait vrai. Mm. Après, voilà, faut pas non plus, être trop pessimiste non plus. On est de nombreux joueurs Stark à avoir joué, bah, l'ancien gameplay Stark qui n'est plus du tout le même, donc forcément, il va il va falloir du temps. Il va falloir s'accrocher, se dire: «Bon, bah, on va réessayer des choses, on va changer complètement de concept». Alors, pourquoi pas s'il y a des nouveaux joueurs qui ont pas joué Stark, qui se lancent dans les Stark, qui peuvent, peut-être, avoir une vision différente et peut-être être capables de faire des choses. Mais, voilà, à voir sur un plus long terme, avec peut-être des rééquilibrages qui arriveront, dans les mois qui viennent, je ne sais pas, mais voilà, faut pas non plus se dire: «Oh bah, Stark c'est devenu pourri, j'arrête de les jouer». Non, je pense qu'il faut quand même toujours essayer de s'accrocher, voilà, c'est Mm. on va y Et arriver, on va en faire quelque chose. j'ajouterais que notre vision des choses, elle est vraiment sur un aspect compétitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être sur des parties et du jeu, entre amis, les Stark vont quand même avoir beaucoup de choses intéressantes et drôles à proposer. Tout à l'heure, quand on parlait de Landry, il va y avoir des choses très sympas à faire. Enfin, il y a beaucoup de généraux qui vont apporter de choses très sympas à faire, des petites cartes inattendues qui vont être très intéressantes. Donc, sur le plan, non compétitif, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire super chouettes avec les Stark. On l'a pas forcément signalé, mais une fois mélangé à quelques neutres, ça va aussi devenir un peu plus fort. Donc voilà, hein, donc il va y avoir des choses à faire maintenant, il va falloir qu'on prenne un peu de temps, pour les appréhender. Moi, comme je joue un petit peu toutes les armées, je l'associe énormément à la 1.6 par rapport au Lannister. C'est-à-dire, d'être toujours dans une sorte de petite frustration en se disant: «Il me manque un petit quelque chose pour qu'on soit au niveau des autres». Il manque pas grand-chose, mais un petit quelque chose. Et alors c'est vrai qu'en partie amicale et même en compétitif, les joueurs arrivent à faire des bonnes choses, mais jamais vraiment à performer et à être au-dessus du lot et ça, du coup, forcément, c'est ça ce qui risque d'être un peu frustrant avec les Stark, prochainement. Mm. Moi, je vais juste ajouter, je rebondis sur ce que tu disais, qu'il manque un petit truc. Moi, je trouve que dans la vision que les concepteurs ont eue de la refonte de ces Stark et du changement de gameplay, moi, je trouve en comparaison avec, je pense, par exemple à la garde de nuit, hein, qu'on verra plus tard, mais je trouve que il manque justement une capacité à faire tenir les unités quand elles n'ont plus qu'un seul rang et qu'elles deviennent vraiment effectives. Donc Bob disait que c'était un peu l'armée de Stag Knight, on pouvait la jouer comme ça et bah, justement il va manquer ce petit truc de défense qui va aider à tenir.
enfin qui va aider vos unités à tenir quand elles seront au dernier rang et qu'elles seront effectives vraiment pour commencer à envoyer du lourd. Mais après ça, c'est de tout ce que j'ai vu, moi je ne joue pas les Stark, mais c'est l'impression que ça me donne, c'est ce petit élément qui manque. Tout à fait. Dernier petit point que je pourrais rajouter, hem, les Stark payent aussi un petit peu les Greyjoy. Les Greyjoy sont devenus la faction, offensif qui va taper fort assez vite, qui va essayer d'avoir des pillages tokens le plus vite possible, donc essayer de faire des grosses alphas finalement et même s'ils ont pas le mouvement, ils vont essayer de faire une charge un peu violente, se dire: «Bon, bah, voilà, maintenant j'ai des pillages tokens, je taperai plus fort, je vais essayer de survivre aux soins» et sur ce côté-là, sur ce côté impact, attaque et cetera, bah, les Stark du coup n'ont plus du tout eu ce côté-là. On leur a enlevé, on l'a mis aux Greyjoy et du coup, j'ai l'impression que voilà, ils ont trouvé un truc un peu différent pour les Stark avec ce côté, j'encaisse et je tape plus fort et voilà, c'est un peu, inhabituel, on va dire. Ah, ben après, on a payé le fair prix, hein. On vient d'arriver, on a envahi le nord, on vous a piqué un peu vos trucs, c'est l'histoire qui continue, on va dire ça. Voilà, sur ces paroles, on va pouvoir terminer cette série de podcasts. Bob Bernard, je te remercie. Walou, je te remercie aussi pour ce podcast. Ça me fait plaisir. Je pense qu'à Bob aussi, ça nous fait plaisir que tu interviennes pour la première fois sur la Corneille. C'est Bah, c'est un très grand plaisir d'intervenir avec vous et c'était vraiment un super moment donc mm. à refaire. C'est Oui, vraiment oui. très chouette. De toute façon, on va réitérer pour les suivants et vraiment, hein, comme disait Chabalou, c'est la magie des Andals et je le redis, ça fait plaisir de travailler, ensemble entre acteurs de la communauté. On fait du bon boulot. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour, de nouveaux podcasts qui vont concerner, les autres factions. On n'a pas fini, on est en bonne voie, le travail continue. Sur ce, à bientôt, à très vite pour les autres factions. Salut, bye! À bientôt. Salut!